Oh là là, Superman qui se la joue Zidane, même s'il a pas trop l'air d'aimer ce moment-là, c'est toujours les mêmes gestes. D'abord, la jambe gauche, la chaussette, la botte, et puis le droit. Puis après, tu vas mettre ton poing gauche et même le droit dans la gueule de l'alien qui s'amuse à faire voler des tubs fluo au-dessus de Metropolis. Bon, il a l'air dégoûté, ça sent la seule soirée de la semaine où il pouvait super bouillave avec Loïs, et au lieu de ça, il doit s'habiller en super vitesse, probablement au ralenti, avec une petite musique bien décalée. Je mise sur du Chiquita, Aya Nakamura aussi. Si James Gunn est vraiment joueur du Michel Sardou. L'emploi du temps est chargé. Déjà, je vous donne rendez-vous en live lundi prochain, le 13 à 18 h sur Vogt, sur l'espace de la boutique Magic Collectors, qui m'invite au Magic Apéro, qui est filmé avec du public. Donc, si vous êtes dans la région d'Aubagne, n'hésitez pas à passer rigoler, boire un coup avec nous. Je vous donnerai des prints de Manuart qui me reste. J'en ai fait imprimer plein du Paris Fan Festival. C'est une vente de comics VO ainsi que de cartes collector Marvel. C'est un monde que je connais très mal, la collection de cartes, mais j'adore regarder les dessins, puisque c'est dessiné par les plus grands à l'époque. C'était Jim Lee, Joe Jusko, Andy Kubert. C'est un régal pour les yeux. Il y a de très belles pièces de comics en VO, donc il y aura plein d'anecdotes. On va rigoler. Le lien du show est déjà disponible. Je vous le mets dans la description. Et la boutique propose un code, le Magic Collectors, qui vous donne à l'inscription sur Vogt 10 balles de crédit. Donc c'est cool. On se retrouve aussi le 18 à la médiathèque de Mérargues pour une battle de dessin que j'animerai sur le thème de la musique, qui opposera Bruno Bessadi à Richard Di Martino. Ça va être vraiment bon. Et puis on se retrouve aussi le 24 et le 25 mai prochain à Aubagne pour Comics The Bazinga, un événement avec des acteurs et avec des conférences, des quiz comics. Je me charge d'un quiz comics et d'une conférence sur les X-Men, donc n'hésitez pas. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 448e JT Comics et pour 90 €, si jamais vous êtes chanceux, vous serez sélectionné pour aller dormir dans l'Institut Xavier tel qu'il a été recréé par les équipes d'Airbnb, comme dans la série animée. D'ailleurs, les plus fans d'entre vous pourront s'amuser à aller chercher les vieux magazines porno du professeur X cachés sous des bouquins de neurosciences ou aller renifler les collants usagés de Wolverine dans le dressing. D'ailleurs, Logan qui s'amuse à casser son réveil, c'est probablement parce que Cyclope a dû enregistrer sa voix dessus, étant donné qu'avec son facteur régénérant, le mutant n'a pas besoin de sommeil. Mais passons plutôt aux news de la semaine. Super style. Superman, c'est bien beau, ou pas, justement, on va y revenir, mais le nouveau costume dont personne ne parle cette semaine, c'est celui de Batman dans sa série régulière, et c'est Catwoman ou Alfred qui doit être en joie, étant donné que tout s'allonge. Les oreilles, la boucle de ceinture, le bat symbole qui est repris largement de celui de Frank Miller dans The Dark Knight Returns, de larges bandes noires sur le corps, et puis alors les manches qui sont aux bras, ce que les cuissardes sont aux jambes. C'est étrange, mais pas aussi étrange que l'inquiétude générée par James Gunn chez certains fans qui trouvent que la fenêtre de tournage de 5 mois et demi pour son Superman est beaucoup trop courte et que ça veut dire forcément que le film va être une bouillie d'effets spéciaux sans nom, ce à quoi le réalisateur répond qu'il est un petit peu perplexe étant donné que c'est le plus long tournage qu'il a jamais fait pour un de ses films. Il a l'air très carré lui et ses équipes, il storyboard absolument tout le film, chaque séquence, et le plus court de ces tournages pour les super-héros c'était le premier Guardian of the Galaxy, 4 mois. Le plus long c'était pour Suicide Squad, environ 6 mois sans compter les tournages additionnels. Et puis ce n'est pas la longueur du tournage qui compte, il n'y a pas une vérité qui dit que plus le tournage est long, plus le film est bon et vice versa. Donc laissons James Gunn prendre ses marques, un petit peu comme le Superman qu'il a dévoilé dans la toute première photo officielle du costume avec David Corenswet, une déclaration de la part de James Gunn évidemment qui choisit de montrer un Superman pris dans une routine, qui enfile ses bottes, un costume complètement usé, probablement en super vitesse pour aller faire face à la 10e menace de la semaine alors qu'il est que lundi 6 h du matin, on dirait mon beau-frère avec des pastis. Le réalisateur nous assure que la photo n'a pas été retouchée après coup, elle a été prise en plateau telle quelle. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grandiose, mais pourquoi pas. Et puis attendons surtout de juger en mouvement, évidemment, puisque souvenez-vous du premier aperçu du costume du Pattinson. C'est un petit peu particulier puisque je crois que c'était une photo volée, même si je la trouve quand même assez classe. C'est toujours plus classe quand on a la bonne colorimétrie et en mouvement. Niveau détail, on remarque évidemment le slip qu'on espère au moins aussi solide que celui de Manuel Ferrara, la cape, l'attache de la cape, le col de la période New 52, donc quand DC avait relancé toutes ces séries, on apprenait que c'était en fait son costume, une armure de combat kryptonienne qui conférait quelques avantages tactiques à Clark. Pour le symbole qu'on avait déjà vu, on retrouve donc le logo de Kingdom Come, le futur sombre et violent de l'univers DC, et puis pour la mi-méduse, Miss Boob, mi-kamehameha qu'on voit derrière, certains disent qu'il s'agit de Solaris, le soleil artificiel
créé par Val Semeiks et Grant Morrison dans DC 1 Million, qui était réapparu ensuite dans l'All-Star Superman, dont James Gunn s'inspire pour faire ce Superman. J'y crois pas trop parce que je trouve que le design serait un petit peu fade si c'était le cas. À tout moment, c'est juste un alien complètement aléatoire ou Brainiac, enfin peu importe, on verra, mais peut-être qu'ils nous ont pas trop dévoilé non plus. Je vous laisse me dire ce que vous pensez du costume, de cette première image et de celui de Batman aussi dans les commentaires. Regrets. L'actu ciné de la semaine est peuplée de regrets, avec d'abord les regrets de Disney de nous avoir peut-être un petit peu inondés de films et de séries super-héroïques, et ils ont décidé d'ajuster le rythme de parution à 2 à 3 films par an, ce qui est bizarre puisque c'est déjà le cas depuis pas mal d'années maintenant, sauf en 2021 où il y en a eu 4, et 2 séries sur Disney Plus par an. Donc on verra si ça parvient à recréer un petit peu l'envie chez les fans de Marvel. Le regret et l'incompréhension de Chris Pine qui dit ne pas comprendre comment la Warner peut décider d'abandonner la franchise Wonder Woman pourtant multimillionnaire, même s'il dit que ça aurait été ridicule pour lui de revenir dans un 3e opus après qu'il soit mort à la fin du 1 en se sacrifiant héroïquement. Comme si la façon dont il est déjà revenu dans Wonder Woman 1984 n'était pas au moins aussi ridicule que la présidence de France Inter, peut-être juste un petit peu moins, puisque c'est aussi ça, l'essence des comics, des résurrections à la con en pagaille. Il y a un qui regrette d'être revenu, ça c'est sûr, c'est Chris Hemsworth pour Thor 4, Love and Thunder. Un acteur dit qu'il s'est laissé emporter par l'improvisation, par la fantaisie, et qu'il n'est devenu qu'une parodie de lui-même, et que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Il se trouve aussi un petit peu moins bien servi, le personnage de Thor, comparé aux autres personnages du MCU. Il dit en gros, je suis juste le videur, la sécurité du MCU, peu de profondeur. L'important, ça sera toujours le scénario, et les lecteurs des comic stores savent à quel point on peut faire des dingueries avec ce personnage, même si ce qui est triste, c'est qu'on a lu les mêmes comics avec ceux qui l'ont adapté, le Thor and Thunder, mais j'ai pas l'impression, en voyant l'adaptation justement, en attendant une qui a peut-être des regrets d'avoir écouté son frère qui lui a dit « Ouais, t'inquiète, j'ai le nez fin, hihi », c'est Janet Jackson qui aurait dû incarner la divinité Tornade Ororo, qui est incarnée par la non moins divine Holly Berry. Donc là c'est moi qui aurais eu des regrets. Pas de regrets pour Hugh Jackman, il en aurait eu s'il avait écouté les conseils de Kevin Feige qui, quand il était question de son retour, lui a dit ce que ma sœur aurait dû dire à mon beau-frère la première fois qu'il est rentré de soirée avec tellement de traces de rouge à lèvres qu'on a cru qu'il s'était cosplayé en Joker: ne reviens pas. Feige disait que le final de Logan était tellement parfait qu'il ne fallait pas y toucher. Ils ont trouvé une manière de venir contourner tout ça, puisque Jackman avait vraiment envie de faire un Wolverine et Deadpool. Le premier pitch de Deadpool proposé par Ryan Reynolds a été refusé par Kevin Feige. C'était une histoire à la Rashomon où on voyait la même histoire racontée à travers 3 perspectives différentes. Il y a un très bon épisode de la série animée Batman comme ça d'ailleurs. Et puis Ryan Reynolds, en gros bosseur, a écrit pas mal de scénarios, des blockbusters, et même des scénarios où Deadpool et Wolverine étaient comme dans un film d'auteur avec un budget de 10 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup pour eux. Pas de regret pour la production de la série Gen V, qui a pris la bonne décision de ne pas remplacer le personnage de Chance Pedromo pour la saison 2, l'acteur mort tragiquement dans un accident de voiture, très jeune. Et puis alors des regrets pour moi, puisque maintenant je suis très impatient. J'ai regardé le trailer de la saison 4 de The Boys, ça a l'air toujours aussi explosif, toujours aussi piquant, et toujours aussi violent. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Popcorn. Dans le reste de l'actu ciné, je connais un chasseur qui a dû un petit peu trop boire pendant la battue, et vu sa nationalité, lui c'est pas du rouge qu'il s'envoie mais de la vodka, et donc forcément Craven arrivera un petit peu plus tard en salle, et j'espère qu'il ne reviendra pas bredouille, mais c'est décalé de 5 mois la sortie du film, et ce qui nous laisse nous le temps de découvrir les meilleurs comics consacrés à Craven, à commencer par La Dernière Chasse de Craven. Alors plusieurs news casting aussi, puisque Paul Walker Hauser rejoint le casting des 4 Fantastiques dans un rôle qui est inconnu. Tout le monde dit « Ah, ça va être l'homme top ». Bon, c'est un petit peu vexant vu le physique du personnage, et surtout parce que j'aurais aimé que ce rôle soit attribué à Lawrence R. Harvey, après les 1000 pattes, les tops. Et Giancarlo Esposito rentre aussi enfin dans le MCU, dans un rôle inconnu encore, mais il assure qu'il ne s'agit pas du rôle du Professeur X. Et puis 2 salles, 2 ambiances, mais le réalisateur John Watts, à qui on doit les 3 Spider-Man du MCU, a donné un conseil à celui qui aura la dure tâche de reprendre son flambeau pour le Spider-Man 4. Il lui a dit « Ne perdez pas de temps ». Je pensais que c'était à faire une trilogie sur un Spider-Stark pour revenir aux sources du héros à la fin du 3e film, mais non, c'est ne perdez pas de temps à accrocher un cascadeur au bout d'un fil pour le faire se balancer d'immeuble en immeuble. Ça n'est jamais beau
en effet pratique, dit-il. On dirait toujours un singe au bout d'une liane. Donc il recommande de le faire en effets spéciaux. Et alors justement, Brian Taylor, lui, déclare qu'aucune intelligence artificielle n'est utilisée, aucun effet spécial même n'est utilisé, enfin, mis à part les effets pratiques en plateau, n'est utilisé pour la réalisation du prochain Hellboy, The Crooked Man. Tout est fait en effet pratique en plateau. Et ça intervient ça juste après que le producteur du film, Jonathan Younger, un nom qui doit plaire à Drake, a déclaré que lui, il trouvait l'IA formidable et qu'il avait pu générer 3000 monstres et créatures en plus de pouvoir venir remplacer un acteur qu'il avait dans les films, dans les plans avaient déjà été tournés, mais c'était sur un autre film. Pas de ça chez Hellboy et tant mieux. Pas de blague. La fortune de l'humoriste, du comédien, du producteur Jerry Seinfeld est estimée à environ 1 milliard de dollars. Et avec ce genre d'argent, normalement, tu peux payer des gens pour faire tes courses, ton ménage, pour te ronger les ongles des pieds, même si tu es assez souple pour le faire toi-même. Mais la collection de comics, c'est comme se curer le nez. Tu as envie de le faire absolument tout seul et que personne ne le fasse à ta place. Et c'est comme ça qu'on a vu l'artiste rentrer dans Power Comics, une librairie spécialisée comics du Wisconsin. Et il demandait des vieux Superman de l'âge d'argent, des années 60, qu'il n'avait pas d'ailleurs, mais il aurait pu très bien aller sur eBay et tous les rafler en mettant l'argent suffisant. Mais c'est ça aussi qui différencie le bon du mauvais chasseur. Sainte source. Dans l'actu purement comics, à la source de nos adaptations, le président de chez Marvel, Dan Buckley, a précisé un petit peu la réorientation de stratégie pour l'éditeur Marvel Comics. Et parmi toutes les annonces, une bonne nouvelle, celle selon laquelle apparemment les séries seraient désormais approuvées par paquet de 10 chapitres, contrairement aux 4-5 chapitres comme c'était le cas actuellement. Donc c'est très bien puisque ça permet déjà de redonner un petit peu confiance aux spécialistes comics qui en librairie ne souhaitait pas spécialement commander des séries qui allaient s'arrêter à partir du 3e ou du 4e épisode. C'était que des mini-séries. Ça permet de donner un petit peu plus de temps aux créateurs pour développer leur histoire. Il me tarde de voir comment ça va se jouer en cas de mauvaise vente dès le 3e, 4e numéro. Mais faisons leur confiance et merci de nous donner un petit peu plus de stabilité. Et sans transition, Dan Didio, le scénariste, l'ancien éditeur en chef, président de chez DC, quitte le navire de Frank Miller Presents pour se consacrer à d'autres choses. Et Frank Miller Presents devient donc un label au sein de l'éditeur Abrams Comics Art qui fait de très très beaux bouquins, donc c'est très bien et ça prouve aussi que même en étant une des légendes de l'industrie, c'est pas facile de monter une aventure en édition. D'ailleurs Frank Miller qui rend jaloux tous les artistes qui ont pu de près ou de loin travailler avec Disney, que ce soit pour les BD, pour les films, pour le merchandising, énormément, puisque la souris est très control freak, étant donné qu'elle veut décider des techniques, de la position, du dessin, de la façon dont il faut faire tel ou tel poil de couille de Donald Duck, puisqu'il se balade avec les couilles à l'air. Et bien là, ça fait plaisir de voir qu'ils ont lâché prise avec cette couverture variante de Frank Miller pour le one-shot donc de Picsou et les 10 centimes de l'infini. Alors, Frankie, j'étais le premier à défendre ta couverture de Loki que je trouve très jolie. La chose aussi, c'est très joli, mais là on dirait que ton propre canard est passé entre les griffes de ton propre Wolverine. C'est pas très joli à voir. D'autres héros qui ont l'air complètement lessivés, c'est les grands de chez DC, puisque le bon Michael Haney nous montre à quoi vont ressembler Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Shazam, le Flash, Martian Manhunter dans le futur événement Absolute Power. Et on dirait qu'ils ont tous pris une absolute cuite, surtout. Bon, on verra plus tard de lire tout ça. Chez Marvel, les pierres, les gemmes de l'infini reviennent et cette fois, elles se donnent le corps et l'âme de certains héros qui me tardent donc de voir Thanos enfiler sur son gant. Ça va ressembler à de la fanfiction, c'est n'importe quoi. La X-Factor également revient pour la nouvelle époque post-Krakoan et ça redevient une équipe officiellement mandatée par le gouvernement qui sera dirigée par Havok et par Angel avec quelques bons éléments des X-Men. C'est par Mark Russell qui est un très bon scénariste, donc il me tarde vraiment de lire ce qu'il va faire là-dessus. C'est dessiné par Bob Quinn, et puis attention, pour tous les fans de Tortue Ninja, Kevin Eastman sort son comics avec d'autres artistes, d'autres scénaristes qui s'appelle Drawing Blood, qui raconte l'histoire d'un jeune créateur de comics qui crée une super franchise avant même ses 20 ans, donc forcément ça sera plein de côté méta et de côté avec des fragments autobiographique avec du thriller ajouté également. Chez Vault Comics, Post Malone va réaliser un comics dans lequel des hordes démoniaques vont envahir l'Europe médiévale et leur seul espoir de rédemption, c'est un semi-remorque venu du ciel. C'est un camoulox multimédia puisque Michael Bay apparemment sera chargé de l'adapter en film, donc on verra.
Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, je me suis régalé avec Spider-Lose, scénarisé par Seth, dessiné par Steve aux éditions Jungle. C'est de la parodie, mais de la bonne parodie, à savoir une parodie qui ne se contente pas de rester à la surface des personnages. On sent que les créateurs adorent les comics, adorent Spider-Man, et justement, ils s'emparent de tout l'univers de Spider-Man, aussi bien en comics qu'en adaptation transmédiatique, pour venir avoir encore plus de matière à rigoler. Et vraiment, je me suis marré avec pas mal de gags. Il y en a un sur Tante May qui m'a chamboulé, je ne vais pas vous le cacher, donc je vous laisse lire ce Spider-Lose. C'est un très bon cadeau pour les grands, pour les petits, pas pour les trop petits non plus, n'hésitez pas, il me tarde de voir ce que fait Seth avec Christo, c'est pas le même dessinateur dans d'autres univers, notamment celui de Star Wars, Star Naz, chez le même éditeur. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à réagir aussi sur YouTube, dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous. Vous me faites également beaucoup rire et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux aussi, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis plus de 448 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Dans le MCU, si Crâne Rouge a perdu toute sa peau après l'expérience qu'il a transformée, alors est-ce qu'on peut dire que lui, c'est un nazi sans prépuce? Je vous pose la question.